J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à ce que l'on appelle la diplomatie des otages en Iran. En Algérie, des Français sont détenus, parfois depuis des années, utilisés comme moyen de pression par les pouvoirs en place. Comment les libérer? La stratégie du silence qui est souvent proposée aux familles par le Quai d'Orsay. Est-ce qu'elle est bonne, cette stratégie? Avant d'en débattre, on ouvre le premier chapitre consacré à la République islamique d'Iran qui détient 3 de nos ressortissants. Cécile Sixon. Les consignes du Quai d'Orsay étaient claires. Après les frappes israéliennes sur l'Iran, Jean-Noël Barrot appelait les ressortissants français à quitter le pays. Mais ce jeune homme, Lennart Mortelos, un franco-allemand de 18 ans qui voyageait seul à vélo, n'y croyait pas et ironisait sur cette recommandation. Alors surtout, écoute les médias, c'est un pays super dangereux et ne viens pas en Iran. Mais depuis le 16 juin, le jeune homme a disparu, il ne donne plus signe de vie. Les craintes d'une arrestation sont confirmées quelques jours plus tard par l'ambassadeur d'Iran en France. Dans une interview au Monde, il reconnaît sa détention pour délit selon la version officielle de Téhéran. La France demande sa libération. L'ambassade est pleinement saisie de ce sujet sur place, elle est mobilisée. Et quant à ses parents, ils sont en contact continu, constant avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Son arrestation complique la tâche de Paris qui tente de faire libérer depuis plusieurs mois 2 autres Français détenus arbitrairement dans des geôles iraniennes. Cécile Colère et Jacques Paris, arrêtés eux en 2022 alors qu'ils voyageaient en Iran. D'abord accusés d'être des agents de la DGSE, ils ont finalement été inculpés par Téhéran d'espionnage, de complot et de corruption sur terre. Ils risquent la peine de mort. Leurs familles se battent pour les libérer. Depuis plus de 1140 jours, mon père Jacques et Cécile ne sont pas autorisés à contacter notre ambassade de France en Iran. Ils dorment à même le sol. Jacques et Cécile sont dans des cellules de 9 mètres carrés, avec la lumière allumée en permanence. Alors, ces conditions de détention relèvent de la torture selon le droit international. Mais ces otages sont devenus pour Téhéran des moyens de pression diplomatique. L'Iran espère peser sur les discussions sur le nucléaire et obtenir une levée des sanctions. Et on va se demander comment sauver ces Français détenus en Iran et en Algérie avec Chirine Ardakhani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocate de la famille Koller et de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Patricia Lémonière, bonsoir et bienvenue. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales et vous publiez Au cœur du chaos, c'était aux éditions Artaud. Adelaine Mohamedi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur, enseignant en géopolitique à Paris 3 et à l'IRIS et expert associé aux séries. Et Tam Tranui, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côté. Peut-être pour commencer, Chirine Ardakhani, des nouvelles des Français qui sont emprisonnés en Iran. Donc on a leur portrait derrière vous. C'est vrai que quand je passe tous les jours devant l'Assemblée nationale, je les vois et je pense à eux et ce qu'ils subissent là-bas. Il y a eu le bombardement de la prison où ils étaient, la prison d'Evin. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'on sait de leur sort aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, c'était déjà un long combat pour les familles, effectivement, de savoir ce qu'il était advenu de Cécile Colère et de Jacques Paris après les frappes israéliennes qui ont visé donc la prison d'Evin, qui ont été d'ailleurs dénoncées par les familles comme étant évidemment irresponsables, parce qu'on comprend qu'il y a eu des morts dans ces frappes, que pendant des jours et des jours, on ne savait pas si Cécile et Jacques étaient sous les décombres avec certains de leurs co-détenus, parce qu'on a appris qu'il y avait effectivement plusieurs morts, ou s'ils avaient été transférés par leur geôlier, ce qui a été le cas, on l'a appris plus tard, dès le 1er juillet dernier, puisqu'ils ont pu s'entretenir, mais après quelques jours de flottement, c'est-à-dire que les familles étaient inquiètes, ne savaient pas s'ils étaient encore en vie, et surtout, ils ne savent toujours pas aujourd'hui dans quelles conditions ils se trouvent, ni même leur lieu de détention. Parce que si une visite consulaire d'une 30aine de minutes a été autorisée avec le chargé d'affaires de l'ambassade, eh bien, à ce jour, la France ne sait toujours pas où ils sont détenus officiellement du fait de leur transfert. Oui, effectivement. Comment on va parler de ce mot d'otage, Patricia Lémonière. Est-ce que vous considérez les Français détenus en Iran, ensuite on parlera de l'Algérie, en Iran comme des otages? C'est un mot, en tout cas, qui est utilisé. J'ai envie de dire, effectivement, on prononce le mot otage diplomatique. Et je dirais pourquoi il est utilisé, et à mes yeux, pourquoi ça me semble faire sens, en quelque sorte, c'est parce que l'Iran a un rapport avec ses otages qui est un rapport, je dirais, presque mercantile. C'est-à-dire, c'est un rapport, je prends des otages parce que je veux obtenir du pays qui est visé
quelque chose en échange. Longtemps, il y a eu, on pourrait remonter au Liban et à tout ce qui s'est passé, mais on va être plus simple et on va rester sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la nôtre. Là, on était entré dans une période de forte négociation sur le nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin du mois d'août, il y a un mécanisme qui va s'appliquer automatiquement sur le nucléaire, qui est un retour automatique des sanctions si l'Iran ne fait pas preuve de bonne volonté en ce qui concerne le nucléaire. Ce n'est pas tout à fait le chemin qui est pris, puisque justement, les représentants de l'AIEA ont tous été expulsés, etc. etc. Donc, ces otages-là, en théorie, et en pratique, ces otages-là étaient complètement liés à des négociations. Et on l'a vu par le passé, la même chose. Clotilde Reiche, je ne prends que cet exemple, juste en 2009, je crois, ou 2008, j'ai plus parfois j'ai plus la date en tête. Elle a échangé contre qui ? Contre celui qui a assassiné Chapour Bakhtiar. La négociation a été menée à Téhéran, avec des représentants, pas forcément de la DGSE, mais des représentants des services de renseignement, même intérieurs, c'est-à-dire ceux qui connaissaient parfaitement le cas de l'assassin de Chapour Bakhtiar. Et je pourrais citer de nombreux exemples en ce sens-là. Donc, il y a bien désir d'avoir en échange quelqu'un. Oui. Donc une diplomatie des otages de la part de l'Iran, avec effectivement ce jeune franco-allemand, Lennart Monterlos, qui a été lui aussi finalement arrêté. Il traversait l'Iran à vélo. Adel Mohamedi, finalement, est-ce qu'on s'inscrit dans une tradition, pardon, c'est peut-être pas le meilleur terme, en tout cas dans une politique ou une stratégie d'utilisation comme ça d'otages d'État, peut-être, par l'Iran et par le régime des Mollahs? Alors oui, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que la notion de diplomatie des otages est une notion politique qu'on associe à l'Iran depuis longtemps en fait. Depuis la naissance de la République islamique d'Iran, depuis 1979, la France l'a subi sur le théâtre libanais dans les années 80, avec les otages français au Liban. Et c'était lié notamment, alors vous avez parlé vous avez utilisé l'adjectif mercantile, ça a été lié notamment à une dette, la dette sur le programme nucléaire iranien, la dette d'Eurodif. Et d'ailleurs, ça a donné lieu même à un remboursement français entre la fin des années 80 et le début des années 90. Donc tout cela s'explique par l'histoire des relations franco-iraniennes, c'est-à-dire une histoire particulièrement tendue, conflictuelle, liée à la fois au soutien français apporté à Saddam dans la guerre Iran-Irak et à cette dette, justement. Maintenant, de là à l'utiliser, on va dire, pour tout et n'importe quoi, et notamment pour le cas algérien, ça me semble un peu excessif. Parce qu'effectivement, il y a un débat sur l'utilisation de ce terme en Algérie, on pourra en parler tout à l'heure. Mais sur l'Iran, vous dites... sur l'Iran, en fait, une tradition, quoi. En fait, sur l'Iran, il y a, ça coche les cases de la notion d'otage, parce que quand on parle d'otage, on parle de chantage et on parle de levier. Donc un otage, c'est un levier. Et dans le cas de l'Iran, depuis les années 80, les otages ont servi de levier. Et ils ont servi de levier dans la relation franco-iranienne et ils continuent de servir de levier aujourd'hui. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, Chirine Ardakhani, là-dessus, mais on écoute un autre avocat Martin Pradel, sur ce dossier et sur ce mot, cette notion de prise d'otage. On est véritablement dans ce qu'est une prise d'otage. C'est-à-dire que les autorités iraniennes attendent des contreparties. Elles attendent des contreparties pour la libération de 2 citoyens français, qui n'ont été arrêtés que parce qu'ils sont citoyens français. C'est leur citoyenneté qui constitue une aubaine et une bonne raison de les arrêter, car leur citoyenneté va donner à celui qui les arrête un levier de négociation. Votre avis, Chirine Ardakhani, cette expression diplomatie des otages, elle nous semble bien collée à la situation en Iran. Est-ce qu'elle est quand même problématique? Alors, effectivement, on entendait mon confrère Pradel qui intervient avec moi sur ce dossier. Je pense qu'il faut vraiment distinguer 2 choses. Il y a la question de la qualification pénale de la situation. On est dans le cadre de ce qu'on appelle une prise d'otage, au sens véritablement des dispositions de la Convention internationale relative à la prise d'otage, qui dit que c'est le fait pour quiconque, ça peut aussi bien être un État, et c'est là c'est intéressant, un État ravisseur qui va s'emparer et détenir arbitrairement quelqu'un en vue d'obtenir d'un État tiers une contrepartie ou un engagement. Donc on parle véritablement d'une concession qui va être accordée. Alors elle peut être de différentes natures, ça peut être un échange de prisonniers, ce qui a été évoqué ici,
domicile, ça peut être une rançon, c'est-à-dire de l'argent qui peut être versé, de la libération d'actifs, ça peut être un engagement dans le cadre de négociations bilatérales, par exemple sur la question du nucléaire, c'est des contreparties d'État à État, donc il y a toujours cette volonté de contrepartie qui tire sa source d'une opération criminelle, c'est-à-dire détenir arbitrairement quelqu'un. Et donc le fruit de cette infraction, l'otage, il est doublement instrumentalisé parce qu'à la fois il est ravi, il est séquestré, évidemment parfois il s'y ajoute d'autres infractions, torture psychologique, traitement inhumain et dégradant, l'interdiction absolue de pouvoir contacter ses proches, c'est le cas par exemple de certains otages en Iran. Et puis il y a la question de la diplomatie des otages, et ça c'est encore autre chose parce que ça voudrait dire finalement, moi c'est une expression que je récuse parce que qu'est-ce que ça veut dire diplomatie des otages? Ça veut dire qu'en fait on pourrait d'une infraction criminelle qui est donc une violation très grave des droits humains tirer une diplomatie. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais c'est ce que fait l'Iran. Mais c'est ce que fait l'Iran. Mais en popularisant, oui, vous dites qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu. En popularisant cette idée qu'il y aurait une diplomatie possible qui pourrait naître d'une infraction criminelle, qui devrait non seulement être poursuivie devant des juridictions internationales. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'heure où on se parle, l'État français, d'ailleurs à la demande des familles de Cécile et de Jacques Koller et de Jacques Paris, ont saisi la Cour internationale de justice, précisément il y a quelques mois, d'un différend pour demander la libération des otages devant la Cour internationale de justice, en disant précisément nous récusons cette opération criminelle et ce que nous demandons c'est que eh bien, le concert des nations sanctionne juridiquement cette opération criminelle. Je comprends et j'entends votre argument, mais Patricia Lémonière, si on se place du côté finalement du Quai d'Orsay, est-ce qu'il y a d'autres choix que de rentrer dans cette diplomatie des otages toute haïssable qu'elle soit? Vous voyez ce que je veux dire? La diplomatie des otages est pratiquée par l'Iran. Oui. Elle n'est pas pratiquée par la France. C'est complètement... Non, parce que justement... Si on accepte de négocier, ce que vous disiez tout à l'heure, on y participe à cette les Britanniques, il y a encore un an, ont versé effectivement une somme d'argent qui devait aux Iraniens. Voilà, effectivement, au bout du compte, effectivement, il y a négociation. Alors, est-ce que la négociation est diplomatique ou est-ce qu'elle se fait sur d'autres canaux? Et ce qu'il faut voir, justement, ce qui était intéressant dans le cas de Raï, c'est qu'elle ne s'était pas fait par le canal diplomatique traditionnel. Qui, en général, négocie, c'est les diplomates. Là, c'était même pas les services secrets extérieurs, c'était les services secrets intérieurs. Donc, on voit bien qu'on utilise des tas d'autres canaux et parfois, on utilise des pays tiers pour négocier. Donc, la diplomatie, si vous voulez, est-ce que, bien sûr, l'Iran pratique cette diplomatie des otages et bien sûr, les pays qui sont visés, que ce soit les Norvégiens, les Suédois, les Belges, les Britanniques, et je pourrais en citer, les Américains d'État. On n'est pas les seuls à être visés. On n'est pas les seuls, et ça c'est très important à le rappeler. On utilise d'autres canaux que le canal diplomatique. Et effectivement, l'Iran pratique ça. Votre avis là-dessus, Adlène Mohamedi, est-ce que finalement on est dans un canal officiel et donc contraint et forcé, en train de participer à cette diplomatie des otages imposée par la République islamique d'Iran, ou est-ce qu'on utilise finalement ce qui peut être aussi une forme d'hypocrisie, mais des canaux intermédiaires? En fait, on a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, la diplomatie des otages, c'est un oxymore. Le fait de, je veux dire, l'otage n'est pas censé être un outil diplomatique, par définition. C'est parce que c'est un crime. Donc on est tout à fait d'accord sur ça. Mais depuis, je le répète, depuis les années 80, on a toujours fait ça. Dans les années 80, on a fait appel à des médiateurs informels pour essayer de libérer les otages français à Beyrouth. Oui, mais il y avait toujours des intermédiaires, plus ou moins secrets, plus ou moins informels. Et il y a toujours aussi, au-delà même du caractère diplomatique, il y a aussi des dynamiques internes au sein de la République islamique, puisque parfois l'otage est un levier entre des camps à l'intérieur de la République islamique. Et ça a été le cas dans l'histoire française aussi, puisque je rappelle que dans les années 80, il y a eu aussi un bras de fer au moment de la future cohabitation en 1986. C'est-à-dire que malheureusement, en fait, aussi bien en politique étrangère qu'en politique intérieure, on s'est accommodé de cette notion d'otage. Une question sur où en est le dialogue aujourd'hui entre la France et l'Iran, tout simplement. Parce qu'on entend des prises de parole assez fermes du côté de Jean-Noël Barrot. On imagine bien sûr qu'il se passe aussi des choses. Et par qui ça passe en ce moment ? Et puis je rajoute, merci de cette question, Tam, j'y rajoute ce que les frappes israéliennes ont changé. Parce que vous parliez du programme nucléaire, mais enfin bon, quand même, il y a eu un certain nombre de dégâts. Donc je veux bien que vous répondiez, peut-être Chirine Ardakani pour commencer, et ensuite Patricia. Alors, bon, le dialogue, est-ce qu'il existe encore ? Alors, il faut comprendre
comprendre, moi, d'où je parle. Moi, je suis l'avocate aujourd'hui des familles. Évidemment que les familles ne savent pas tout, puisque, alors, elles sont informées, évidemment, du fait que le Quai d'Orsay est mobilisé et s'attelle à utiliser tous les moyens de droit pour pouvoir sortir Cécile et Jacques de là. Mais néanmoins, et ça pose la question de la transparence, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué tous ces canaux qui sont officieux. Non seulement ça échappe au contrôle des citoyens, mais ça échappe aussi au contrôle des victimes par ricochet que sont les familles. Et donc, ça double évidemment l'anxiété, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quels sont les efforts qui sont faits. Alors évidemment, on se doute que la France est attelée à la tâche, mais néanmoins sans vraiment pouvoir savoir quels sont les leviers. Et c'est pour ça que moi, l'avocate que je suis, je ne peux que plaider en réalité pour remettre de la transparence. Et remettre de la transparence, ça veut dire déballer, non pas sur la scène publique, mais d'aller devant les juridictions internationales qui sont faites pour ça, pour justement étaler le différend au grand jour et dire mais enfin, vous êtes la République islamique, un État ravisseur, vous violez aux yeux et aux yeux de toutes les conventions internationales. Par exemple, quand vous refusez à Cécile et Jacques le fait de voir leur ambassade, c'est une violation à la Convention de Vienne, elle est sanctionnable. Et surtout, il existe des jurisprudences. Les États-Unis, en 79, ils n'ont pas attendu 3 ans pour saisir la Cour internationale de justice et pour demander réparation pécuniaire à cet affront qui leur est fait. Et d'ailleurs, la République islamique... Ils ont réussi à faire condamner la République a été condamnée par la Cour internationale de justice à une dette importante. Et là, vous avez un levier de négociation et qui, encore une fois, est non seulement légal, mais surtout public. Et je crois que ça, c'est important. Alors, on parle de la stratégie du Quai d'Orsay, stratégie du silence dans une minute. Patricia Lémonière, sur ce que les frappes israéliennes ont changé aux négociations, aux discussions en cours entre la France et l'Iran. Alors, dans les négociations en cours, le principe même, c'est que ces négociations sont très discrètes. Et si elles existent, je n'en suis pas informée. D'accord, donc vous ne pouvez pas vraiment répondre à la question. Je ne peux pas réellement répondre. Il faut savoir le dire aussi. Tout ce que l'on peut, de toute façon, affirmer, c'est que l'Iran s'est durci officiellement dans sa position, refuse pour l'instant de parler, et que si négociation il y a sur ce terrain-là, elle se fera via les négociateurs américains, Oman et le Qatar. Et le Qatar, on le voit aujourd'hui, est un peu plutôt impliqué dans ce type de négociation. Quant aux otages, j'aimerais juste ajouter un point qui est complètement personnel, mais quand on connaît, et vous connaissez mieux que moi, j'imagine, la température et la chaleur, et ce qui aujourd'hui en Iran, en juin et en juillet, pendant qu'on discute autour de ce plateau, hormis le fait que les otages, effectivement, sont isolés, ne voient pas leur famille, sont dans des conditions... Il règne dans ces cellules, mais une chaleur épouvantable. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui les conditions de vie, je crois, des otages iraniens, quels qu'ils soient, français, mais aussi tous les opposants au régime, qui sont dans ces... Je vous redonne la parole tout de suite, mais vous voulez intervenir. Non, mais évidemment, un mot sur ces conditions de détention. Ce qu'on sait aujourd'hui à date et à l'heure où on se parle, c'est que, alors, Cécile et Jacques, véritablement, ils ont eu affaire à leur bourreau iranien, véritablement les conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison d'Evin, donc cette prison de haute sécurité, le quartier 209, qui est épouvantable, aux côtés d'ailleurs de prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques qui se battent chaque jour contre la République islamique. C'était évidemment des conditions qui sont assimilables en droit international à de la torture. Le fait désormais de se savoir potentiellement passible de la peine de mort, puisqu'on a appris au 1er juillet dernier une information capitale, c'est qu'un juge, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, puisqu'ils n'ont toujours pas accès à un avocat indépendant, donc la France n'est d'ailleurs pas notifiée officiellement de la procédure dans laquelle ils se trouvent. Ils ont dit avoir vu un juge qui leur aurait notifié 3 chefs d'inculpation nouveaux, espionnage au profit du Mossad, et donc on sait que c'est effectivement une accusation extrêmement grave, en plus dans un contexte politique post-guerre des 12 jours, qui est évidemment catastrophique pour quiconque est affublé de cette accusation-là, corruption sur terre, là encore passible de la peine de mort, et complot en vue de renverser la République islamique. Évidemment que le fait de se savoir potentiellement condamné à mort, ou en tout cas passible de la peine de mort, est une torture psychologique de plus. Voilà, donc évidemment que ce contexte-là, mais j'aimerais quand même dire un mot, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est passé très vite quand même sur quelque chose, c'est qu'ils ont quand même fait l'objet, par ailleurs, de frappes, je rappelle, sur la prison d'Evin,
qui les a quand même mis en danger. Donc, à un moment donné, ces prisonniers-là se sont retrouvés doublement pris en étau. Et je crois que ça, il ne faut pas le minimiser. Quand Cécile et Jacques ont eu un échange bref avec l'ambassadeur de France en Iran, ce qu'ils ont dit, c'est nous sommes terrorisés par la possibilité que des bombardements puissent reprendre. Donc, on imagine que la dégradation psychique de leur état de santé est liée à la fois à l'état ravisseur et à la perspective potentiellement de la reprise du conflit. Il nous reste beaucoup de thèmes à ouvrir. Vous vouliez intervenir, je vous donne la parole. Juste un point, parce que vous avez posé une question tout à l'heure sur la nature des relations franco-iraniennes. Je rappelle que la notion d'otage n'est utilisée... n'est revendiquée par la diplomatie française que depuis récemment. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même tendance à être beaucoup plus prudent, à parler par exemple de prisonniers, de détention arbitraire. Là, Jean-Noël Barrot dit otage d'État. Ce qui est relativement nouveau dans l'histoire de la diplomatie française. Sur les frappes israéliennes, je rejoins ce qui a été dit, parce que c'est quand même un point important. On parle depuis tout à l'heure de droit international. Là, on est obligé quand même d'admettre que la France a ostensiblement tourné le dos au droit international dans sa façon d'appréhender ce dossier. Ça veut dire qu'on n'ajoute pas de l'arbitraire à l'arbitraire. Quand on parle de légitime défense face à une attaque israélienne, on ajoute de l'arbitraire à l'arbitraire. Alors que je pense qu'un minimum de cohérence face au droit international, en l'occurrence, s'impose. Oui, la France n'a pas été le seul pays dans le monde et en Europe à soutenir les frappes israéliennes. Mais bon, voilà. Je le rappelle simplement, notamment, ça n'excuse rien, mais on se rappelle les propos du chancelier allemand qui remerciait Israël. Par ailleurs, un mot là-dessus. Très vite, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, Chirine. Non, mais par exemple, ce que vous dites là, par contre, ça peut avoir des répercussions. La position française, dans le dossier des otages français, peut, à mon avis, avoir une répercussion, puisque précisément le chancelier allemand, quand il dit eh bien, Netanyahou fait le sale boulot pour nous tous, on sait qu'il y a un citoyen désormais franco-allemand qui est détenu. Ces déclarations-là, je pense, dans le cadre précisément d'un rapport de force diplomatique, ne sont pas de nature sans doute à aider à la libération des otages. Alors, Tam, je me tourne vers vous parce qu'on s'est posé la question de cette stratégie du Quai d'Orsay, stratégie du silence. C'est vrai que les familles sont tiraillées entre deux attitudes, le silence ou au contraire la médiatisation de la situation de leurs proches. Oui, parler ou se taire. Les familles, en plus du calvaire vécu au quotidien du manque de leurs proches, ont le choix entre deux solutions tout à fait imparfaites. Laisser le Quai d'Orsay œuvrer dans la discrétion, comme il le demande généralement, ou alerter l'opinion publique face à un dossier qui n'avance pas. On se doute qu'il n'y a pas la bonne stratégie, que cela dépend du moment où on en est, des preneurs d'otages, de leur objectif, de leur nature. Mais dans cette multitude de situations, le dilemme demeure le même. Médiatiser un otage, est-ce lutter contre le temps, l'oubli, l'indifférence, ou est-ce faire monter les enchères, donner de la valeur à l'otage, rendre sa libération plus difficile car plus coûteuse, qu'il s'agisse de rançon ou de contrepartie politique. D'ailleurs, on peut le retourner, cet argument. Un otage oublié ne risque-t-il pas d'être un otage sans valeur? C'était d'ailleurs l'avis de l'ex-otage et journaliste Hervé Guéquier, qui ne comprenait pas l'argument de la montée des enchères. Il disait, je le cite, qu'un otage qui est oublié n'a plus de valeur pour ses ravisseurs et c'est alors que sa vie est la plus menacée. Bon, l'autre objectif de la médiatisation, c'est qu'elle arrive jusqu'aux oreilles des otages, qu'elle les aide à tenir dans leur calvaire quotidien. Et puis, il y a ce cas où parler est l'ultime recours qui reste aux familles face à une situation qui s'enlise, dont le contrôle semble échapper aux autorités. Ça a été le cas d'Anne-Laure Paris, la fille de Jacques Paris. Elle est sortie du silence le 27 juin dernier. On a vu un extrait tout à l'heure. C'était au moment où Israël venait de bombarder la prison d'Evin. On l'écoute. Étant donné la gravité de la situation, je m'exprime aujourd'hui face à vous pour la première fois, car j'ai peur pour la vie de mon père. Et actuellement, je ne sais pas où il se trouve. Mon père vient d'avoir 72 ans, le 7 juin dernier. C'est son 3e anniversaire dans les geôles iraniennes. Parler d'eux, donc, pour obtenir des preuves de vie, c'était le premier objectif de cette conférence de presse il y a 3 semaines. Oui, et effectivement, se taire ou alors au contraire médiatiser, c'est d'ailleurs une question que se posent aussi les médias. Oui, c'est le corollaire du dilemme des familles. Faut-il montrer ou cacher les images des otages en détention? Est-ce que le souci de l'information risque de faire de la publicité aux ravisseurs, de leur offrir une tribune? L'information risque-t-elle d'être instrumentalisée? Car à la prise d'otages se mélange très souvent une guerre de communication, qu'il s'agisse, et là j'élargis, de groupuscules ou d'États entiers. Dans le cas des otages français
en Iran, Jacques Paris, Cécile Kohler et désormais Lennart Monterlos, le jeune globe-trotteur franco-allemand arrêté au mois de juin. L'Iran adresse à la fois un message, on l'a compris, menaçant à la France, car tous n'ont été arrêtés qu'en raison de leur nationalité, mais ils sont aussi accusés d'être des espions, et ça c'est aussi un message de propagande intérieure, dans la lignée des actions menées pour museler les oppositions du mouvement Femmes, Vie, Liberté, pour alimenter aussi le récit d'un grand complot occidental, l'un des fondamentaux de l'idéologie du régime des Mollahs. Merci beaucoup, Tam. Chirine Ardakhani, est-ce que ça vous est souvent arrivé d'avoir le Quai d'Orsay qui vous demande d'appuyer sur le frein en termes de Alors, ce qui est bien, c'est que le Quai d'Orsay ne communique jamais avec les avocats et les avocats ne communiquent jamais avec le Quai d'Orsay. On a un peu vu comme les bêtes noires et je crois à raison parce que précisément les deux logiques, non pas qu'elles s'affrontent, mais elles sont souvent complémentaires. Je crois que chacun est dans son rôle. Le rôle des diplomates, c'est de négocier. Le rôle des avocats, c'est de faire en sorte que le droit revienne un petit peu dans le sujet. Et en revanche, les avocats, notre rôle, c'est de conseiller les familles. Et nous, souvent, ce que nous disons, c'est qu'il faut parler. Alors évidemment, il faut parler prudemment, il faut parler en des termes qui ne mettent pas davantage en danger les familles. Mais vous voyez, souvent, on peut aussi culpabiliser les familles en leur disant « mais vous êtes finalement détentrice de ce qu'il arrive à vos proches. Un mot de trop et potentiellement, vous pouvez les mettre davantage en danger. » Or, je crois que les familles ont toujours intérêt à mobiliser la société civile parce qu'il y a un coût politique pour l'État ravisseur. Et lorsque les familles font campagne en disant « mais regardez le visage des bourreaux qui détiennent nos proches », là aussi, ça va contre la stratégie de banalisation quand Téhéran veut donner une image positive, favorable d'un médiateur potentiel au Proche et au Moyen-Orient. Donc je crois que ce coup politique-là, il faut le mettre à mal précisément en montrant la réalité de ce que subissent leurs proches. Alors cette question de silence ou médiatisation, elle s'est aussi posée pour le journaliste français Christophe Glaise. Et là, j'ouvre le chapitre consacré à la situation en Algérie, évidemment, après l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il y a donc Christophe Glaise qui a été condamné le 29 juin dernier pour apologie du terrorisme. On reviendra sur l'absurdité de cette condamnation, mais d'abord je vous propose d'écouter le directeur du plaidoyer de Reporters sans frontières, Antoine Bernard. Pour Reporters sans frontières, sortir Christophe Glaise de cette situation, c'est une priorité absolue. Nous avons rendu publique sa situation hier. Pour la première fois, ça fait 13 mois qu'il subissait cette épreuve, l'épreuve d'un contrôle judiciaire astreignant, d'une interdiction de quitter le territoire algérien. Il s'est astreint à ce contrôle judiciaire de façon exemplaire. Christophe est une personne honnête, intègre, dans la vie comme dans son journalisme. Il doit bénéficier d'une libération inconditionnelle et immédiate. Et j'accueille de nouveau Quentin Calmet pour parler de Christophe Glaise. Reporters sans frontières vient de publier un appel à sa libération. Voilà, une centaine de personnalités publiques se sont mobilisées pour soutenir le journaliste sportif. Il s'agit de footballeurs, de journalistes sportifs, de comédiens, tous organisés depuis hier en comité de soutien. Ils appellent à libérer Christophe Glaise. Le texte de Reporters sans frontières qui parle d'une condamnation inique et infondée, la peine la plus lourde infligée à un journaliste français pour avoir exercé son métier depuis plus d'une décennie, dit encore l'ONG. Cet après-midi, nous avons pu nous entretenir avec le frère de Christophe Glaise, Maxime, qui portait d'ailleurs un t-shirt à son effigie avec le visage de son frère. Il nous a détaillé ses conditions de détention. Écoutez. L'avocat nous a raconté ses conditions d'enfermement. C'est une petite cellule de 10 mètres carrés avec un co-détenu. 2 heures de sortie le matin, 2 heures l'après-midi, et il y a une bibliothèque où il peut emprunter 3 livres par semaine. Donc voilà tout ce qu'on sait. Après, il doit faire un cagnard terrible en Algérie et de tourner en rond dans une cellule alors qu'il n'a rien fait, c'est un peu dur pour nous. Alors, on se demande évidemment, et je parlais de l'absurdité de la condamnation, qu'est-ce qui est reproché à ce journaliste ? Christophe Glaise est journaliste indépendant. Il travaillait pour le magazine Society ou encore le titre SoFoot. Selon Reporters sans frontières, Christophe Glaise était en Algérie pour effectuer un reportage sur le club de football Jeunesse Sportive de Kabylie, ainsi que pour interviewer l'entraîneur de Mouloudia Club d'Alger, Patrice Baumel, et faire également un portrait du footballeur Salah Djebaili pour SoFoot. La justice algérienne l'a condamné pour apologie
apologie du terrorisme et possession de publications dans le but de propagande nuisant à l'intérêt national. Selon son frère, Christophe n'est qu'un simple journaliste spécialiste de sport sur le continent africain. Écoutez. C'est juste qu'il menait une enquête en Kabylie et pour cette enquête, il a eu des témoignages de personnes qui sont considérées comme des terroristes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on prend les témoignages de personnes, qu'on épouse forcément leur thèse. Mais j'ai l'impression que c'est du b.a.-ba, mais il est pris dans des enjeux diplomatiques et politiques qui nous dépassent un peu. Voilà, la famille qui dit être soutenue par le Quai d'Orsay. Les parents de Christophe Glaise ont été reçus par le cabinet de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. L'État français dit soutenir le journaliste de façon inconditionnelle. Mais pour sa famille, l'idée que Christophe croupisse en prison jusqu'à ses 42 ans, c'est une idée impensable. C'est très dur, nous a confié Maxime. Merci beaucoup Quentin avec cette question. Et ça rejoint la question qu'on évoquait avec Tam. Là, il y a eu 13 mois. Il y a eu 13 mois d'attente pour finalement médiatiser l'arrestation de Christophe Glaise. Votre avis, Patricia Lémonière, à la fois comme journaliste et comme observatrice, sur la stratégie du Quai d'Orsay, parce que c'est vrai qu'on y a souvent été confronté à cette... Peut-être que ça vous est arrivé de ne pas donner une information parce que le Quai d'Orsay le demandait. Non, mais pour ne pas mettre en danger un confrère ou un otage, vous voyez ce que je veux dire. Pour ne pas mettre en danger des gens que j'avais rencontrés, par exemple. Par contre, le Quai d'Orsay nous demandait souvent de ne pas aller dans certains endroits. Oui. Voilà. Est-ce qu'il fallait ne pas en parler 13 mois? Alors, franchement, je pense que la stratégie du Quai d'Orsay est toujours la même. C'est-à-dire, le moins on en parle, grosso modo, le mieux on se porte. Ouais. Nous, les diplomates, parce que nous, les diplomates, nous pensons pouvoir arranger les affaires autrement, discrètement. Et obtenir une expulsion. Et puis voilà. Une expulsion, etc. Ça ne marche jamais, pratiquement. Mais je peux le dire, jamais. Donc, cette stratégie est à mettre aussi en rapport quand même avec la déclaration qui a été faite tout de suite après la condamnation. Ils disent regretter la lourde condamnation. Enfin, regretter la lourde condamnation. Ça, c'est le Quai d'Orsay qui dit ça. C'est quand on a c'est une condamnation de 7 ans. Pour apologie du terrorisme, alors que, pratiquement c'est ça, hein, je résume, alors qu'effectivement, on n'était pas du tout là pour faire de l'apologie du terrorisme. Non, on a bien totalement compris absurde la condamnation. Dans ce qui a été fait. Donc le Quai d'Orsay, à mon avis, se trompe. Et je trouve que les familles sont bien gentilles. Moi, si un jour je devais être, je l'ai toujours dit à ma fille, tu en parles tout de suite. Et tu ne suis pas les mots d'ordre du Quai d'Orsay, surtout pas. Et je vois que tous mes confrères journalistes qui ont été otages, comme Florence Ogbonna, comme Didier François et bien d'autres, il y a tout de suite eu un comité qui s'est constitué pour que l'on en parle, parce que croire que la valeur de l'otage va monter aux yeux des ravisseurs, ils savent parfaitement quelle est la valeur de l'otage quand ils détiennent ce genre d'otage. Ils le savent. Et là, dans l'affaire Glaise, qui a duré quand même un an, ce garçon aurait pu être exfiltré. Enfin, il y avait des possibilités de sortir du pays. Même je crois que les autorités algériennes étaient prêtes un peu à fermer les yeux. Elles se seraient offusquées, comme après l'affaire de Amira Bouraoui, une franco... algérienne qui avait été qui s'est auto-exfiltrée avec quand même l'aide de la France. Il y avait une autre option via la Tunisie. Il y avait d'autres options. Cette option n'a pas été choisie. L'ambassade a conseillé aux journalistes de suivre les consignes et on voit le résultat aujourd'hui. Donc je suis assez sévère. On l'a bien compris vis-à-vis du Quai d'Orsay et vis-à-vis de notre politique en la matière. Et j'avoue que moi aussi, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'avoir une trentaine d'années d'expérience. Je pense qu'effectivement, cette stratégie, elle a rarement prouvé qu'elle était efficace. Alors, je reviens au thème général de notre débat. Est-ce que, là aussi, vous employez le mot d'otage à propos des Français? On peut évoquer le cas de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, qui sont emprisonnés, condamnés par la justice algérienne. Non. Pourquoi? D'abord, moi, je suis un peu gêné par le mot, par ce parallèle qui est fait ici et qui est fait d'ailleurs par les médias entre les cas iraniens et algériens. Parce qu'on a tout à l'heure décrit la nature de la relation franco-iranienne. C'est une relation particulièrement conflictuelle depuis des décennies. C'est pas qu'avec l'Iran, ils sont pareils avec les Suédois, les Norvégiens. Non, bien sûr, mais là, on parle de la relation franco-iranienne. On parle de la France et l'Algérie. Je parle du parallèle entre les relations franco-iraniennes et les relations franco-algériennes. Je ne parle pas de la Suède. Alors, ce qui me gêne, c'est que quand ça nous arrange, on est plus
plutôt frileux avec l'usage du mot otage parce qu'on considère qu'il est sacré. Quand des citoyens français, par exemple, se font arrêter par l'armée d'occupation israélienne, on dit « oulala, ce mot est trop important pour l'utiliser dans ce cas précis ». Puis ensuite, on l'utilise de façon assez débridée, comme on le fait ici. Moi, ça me gêne parce que le mot otage a un sens, et on l'a décrit tout à l'heure. Il y a une affaire de chantage, de levier, on attend quelque chose. On n'est pas dans ce cas de figure avec l'Algérie. On n'est pas dans ce cas de figure. Il n'y a pas une iranisation, le terme n'est pas très beau, mais je trouve que celui-là, du régime algérien, copie un peu ce que fait l'Iran. Je finis sur ce point. Oui. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Je ne suis pas en train de dire que cette arrestation et cette condamnation n'est pas arbitraire. Je dis juste que le mot otage, l'utiliser comme ça, pour moi, c'est vraiment révélateur de la manière dont on parle de l'Algérie aujourd'hui dans les médias français que de cette réalité-là. Maintenant, sur ce cas précis, j'ai une réponse. On a affaire, dans cette région, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et dans le cas algérien en particulier, à une dynamique autoritaire, à une montée de l'arbitraire, et arrêter un journaliste français pour apologie, le condamner pour apologie du terrorisme n'a strictement aucun sens, parce que l'apologie du terrorisme est censée avoir un caractère public, personne n'en avait entendu parler. Donc, cette absurdité, évidemment, on ne peut que souscrire à cela. Ce qu'on lui reproche exactement, c'est des accointances supposées avec une organisation considérée comme terroriste, le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pour moi, il a juste fait son travail de journaliste. Il a juste fait son travail de journaliste. Bien sûr, il a juste fait son travail de journaliste. Son arrestation est inacceptable et sa condamnation est inacceptable. Mais de là à parler. Pour autant, vous dites c'est pas un otage. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire si c'est un otage? Ça voudrait dire qu'on attend quelque chose en échange. Moi, je crois que le régime algérien attend quelque chose. Et qu'est-ce que ce serait? Par exemple, sur le dossier du Sahara occidental, un changement de position d'Emmanuel Macron. Il y a quand même eu un durcissement des relations entre les deux pays depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je rappelle que Christophe Glaise a été arrêté avant la déclaration. Mais il a été condamné après. Il a été condamné après. Mais honnêtement, sérieusement, personne ne peut penser une seule seconde. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais non, malgré tout ce que je pense du pouvoir algérien, personne ne peut penser une seule seconde qu'il y a des gens en Algérie. Ça sert de faire ça. Pourquoi le condamne-t-il ? Qu'il y a un arsenal répressif en Algérie qui s'applique et qui s'appliquait déjà quand les relations étaient très bonnes entre Paris et Alger, même si ça intéressait beaucoup moins à l'époque. Mais de là à penser qu'en Algérie, il y a vraiment des gens qui pensent une seule seconde qu'en échange de sa libération, la France pourrait changer de position officielle sur le Sahara occidental, franchement. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, et je pense que je ne suis pas le seul. Mais peut-être que je vais être en minorité sur ce plateau. Chirine Ardakani. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question algérienne. En revanche, moi, je connais un peu les textes. Et il y a une différence entre un otage et un prisonnier d'opinion, ou quelqu'un qui est incarcéré à raison de l'exercice de sa liberté d'expression ou de la liberté d'informer. C'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être pris en otage, c'est-à-dire arrêté, séquestré dans le cadre d'une opération de rançonnage, c'est-à-dire l'État ravisseur demande à un État protecteur la remise contre une contrepartie, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un échange de prisonniers, de l'argent, une concession réciproque, mais vous avez aussi des régimes autoritaires qui criminalisent les journalistes, les dissidents, quiconque a une parole critique d'un pouvoir en place, et il n'en demeure pas moins que l'arrestation est arbitraire, que la détention est arbitraire, qu'il va prendre des peines politiques et qu'aucune garantie procédurale ne sera respectée. Et on est tout à fait prisonnier d'opinion. Et on est prisonnier d'opinion. C'est sûr, la stratégie du régime algérien qu'on n'est pas forcément d'accord. Votre avis, Patricia Lemonnier? Moi, je pense qu'il n'est pas prisonnier d'opinion. Boualem Sansal rentrerait plus dans ce cadre-là, puisqu'il a émis une opinion sur la frontière. Il a surtout touché un sujet tabou. Et ce qui est l'histoire du pays. Qui est une relecture ou revisiter l'histoire du pays. Et que fait le journaliste français, qui est un journaliste fouteux, qui est totalement pas du tout dans le délit d'opinion, pour le coup, parce que les gens qu'il a rencontrés, qui sont aujourd'hui accusés de connivence avec un mouvement dit terroriste par l'Algérie, il les a rencontrés en 2015, 2016, etc. Donc laissez tomber tout ça. On n'est pas du tout dans le délit d'opinion en ce qui concerne. C'est pas que le délit d'opinion. On est aussi vraiment liberté d'informer. Oui, mais même pas dans la liberté d'informer. Je veux dire. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Alors,
Je finis mon jugement. Simplement. Donc, est-ce que, parce que vous dites l'État algérien n'a rien à obtenir de la France. Il a à obtenir quelque chose. Bon, il a à obtenir quelque chose. Alors, je suis d'accord avec vous sur le Sahara. C'est pas là-dessus. Le Sahara, alors là, l'affaire est pliée. D'ailleurs, on a très bien vu. Reprenons l'Espagne. L'Espagne a aussi reconnu le Sahara. L'affaire était réglée sur les accords entre la France et l'Algérie qui sont menacés par un Bruno Retailleau, L'Algérie s'est construite face à la France dans la guerre d'Algérie. Et la France est un symbole politique qui est utilisé, manipulé. Et qu'est-ce que veut l'Algérie? Elle veut que la France s'autoflagelle, s'excuse pour les crimes commis en Algérie. Et pas seulement... Et c'est, si vous voulez, on n'est pas du tout dans un rapport mercantile comme on l'était. Laissez-moi finir. On n'est pas dans un rapport mercantile comme on l'était avec l'Iran. On est dans un rapport de politique. D'enjeux politiques majeurs. Alors, je propose qu'on... C'est pour ça que les minutes, les prisonniers politiques aussi. Les minutes ont fini très vite, mais je voudrais quand même qu'on termine, et on reste sur le cas algérien avec la question Boualem Sansal. Pourquoi est-il retourné en Algérie alors qu'il se savait dans le collimateur du régime? Ça fait partie des critiques qui sont parfois exprimées contre les Français ou les binationaux qui sont arrêtés. En tout cas, ce reproche, la présidente de son comité de soutien, Noëlle Lenoir, le balaye évidemment très rapidement. Il n'aurait jamais dû être incarcéré, parce que ce qu'on lui reproche, c'est d'écrire des romans qui ne plaisent pas au pouvoir en place. Mais d'abord, nous, on dit qu'il n'écrit ses romans qu'en France, ils sont en français, et si ça ne plaît pas, M. Tebboune n'a pas besoin de les lire, comme ça il sera plus tranquille. Bon, le président Tebboune auquel fait allusion Noëlle Lenoir. Comment le cas Boualem Sansal, il est perçu en Algérie, d'après vous? Ça, moi, je trouve ça vraiment assez intéressant d'entendre ça. On a un discours mais tellement méprisant par la population algérienne quand on entend ça. Monsieur Sansal écrirait en français, donc personne ne le lirait en Algérie. Alors, les Algériens lisent très bien le français, et Boualem Sansal était écrivain algérien bien avant d'être écrivain français. Il a même été haut fonctionnaire algérien bien avant d'être citoyen français. Je réponds quand même à ce qui a été dit, je suis désolé. En Algérie, il faut l'admettre, on a affaire à un système arbitraire, on a affaire à des peines arbitraires. Boualem Sansal a été arrêté parce qu'il y a un article absurde du code pénal algérien, l'article 87 bis, qui étend le domaine du terrorisme et on l'accuse de remettre en cause l'intégrité territoriale. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a le droit de dire des monstruosités, ce qu'il a fait, sans risquer d'aller en prison. Mais de là à penser que tout ça s'inscrit dans une espèce de logique identitaire et mémorielle, il ne faut pas exagérer. Non. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut bien distinguer les échelles. Je ne pense pas qu'on attend quoi que ce soit sur le plan mémoriel en Algérie. Je pense. Donc il n'est pas arrêté parce qu'il est français, il est arrêté parce qu'il dit du mal du régime. Il a jamais dit du mal du régime, Monsieur Sansal. Dans ses livres, il est quand même assez critique. Au moment du Hirak en 2019, vous pensez vraiment que Boualem Sansal c'était un héros de l'opposition algérienne? Donc, si vous voulez, parce que tout à l'heure vous avez posé une bonne question, quelle est la stratégie du pouvoir algérien? Bon, s'il y a une stratégie, pour moi, la stratégie du pouvoir algérien, c'est une stratégie intérieure. C'est la stratégie du face-à-face avec l'opposition la plus marginale et la plus caricaturale possible pour évincer tout ce qui est opposition démocratique et défense de l'état de droit. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on insiste sur le MAC, qui est tout à fait marginal en Algérie. Donc le mouvement de Kabylie. Merci. Pour l'autodétermination de la Kabylie. Oui. Donc ça, par exemple, c'est une véritable stratégie. Mais l'affaire mémorielle, elle est plutôt pliée quand même en Algérie, je pense. On a compris, on a eu vos arguments aux uns et aux autres. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Et on pense évidemment à tous ces Français qui sont détenus dans les deux pays et aussi à tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion qui partagent leur sort dans les prisons iraniennes. Merci encore. Je rappelle, Patricia, le titre de votre livre, Au cœur du chaos, c'est publié aux éditions Artaud. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public. Ce sera le dernier de la saison en direct. On se retrouve à 18h et 22h et on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et notamment depuis qu'on est sur le canal 8 de la TNT à nous suivre. Donc ça fait toujours plaisir. Ça. Belle soirée.